Ouais, vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Je fais du trail pour m'amuser, pour me faire plaisir, mais pas pour mettre ma vie en danger. Et en fait, là, j'ai été dans des états d'angoisse et de peur que je n'ai jamais ressentis. Et j'ai cru que jamais j'en sortirais vivante. Mais c'est la vérité, ouais. Après, on a eu vraiment la chance d'avoir du beau temps. Et je me souviens, dans la montée de la Flégère... avant de redescendre sur Chamonix, j'étais toute seule, il faisait nuit. Et en fait, je voyais les étoiles, c'était magnifique. Donc j'ai éteint ma frontale, je me suis arrêtée 1 minute. Et j'ai regardé les étoiles. Franchement, c'était un moment incroyable qui me restera. C'était super beau, ouais. Je voyais toutes les étoiles et en même temps, j'entendais l'orage, parce que l'orage arrivait aussi. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers. C'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Et oui, salut à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Try podcast consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, j'ai l'immense honneur de recevoir une des personnalités les plus connues et reconnues du monde du trail running. Et en effet, elle possède plusieurs cordes à son arc puisqu'elle est athlète de haut niveau. Elle présente une des émissions dédiées au trail qui est diffusée sur internet et sur la chaîne Trek et représente également avec fierté les marques qui lui font confiance. Pour parler de sa première facette de sa personnalité, elle est tout d'abord une athlète de premier plan avec un énorme palmarès en trail running. Alors en effet, elle cumule une trentaine de victoires sur des formats divers et variés, allant des courses courtes aux ultras comme par exemple l'Eco-Trail de Paris de 50 km en 2013, mais également le format 80 km en 2016 et 2018. Elle a remporté également l'intégrale des Cosses 62 km sur le Festival des Templiers en 2014, mais aussi le Synthé Urban Trail 30 km en 2017, ou encore l'Ultra Trail d'Angkor 2018 au Cambodge sur le format 42 km. Elle cumule aussi un nombre de podiums en 2e ou 3e place très conséquent, qui démontre le niveau de performance qu'elle maintient depuis ses débuts en trail en compétition en 2012. Et je vous laisse d'ailleurs aller consulter son blog sylvaincusso.com, qui foisonne d'informations et regroupe toutes les infos de manière très détaillée et complète. Ce niveau de performance lui a permis d'ailleurs d'être sélectionnée en équipe de France de trail en 2015, lors de la Maxi Race, mais lors de laquelle elle n'a pas pu s'exprimer car elle avait pris le départ blessé. On peut noter que ces 2 dernières années, Sissi tape désormais dans le long, voire le très long. Elle termine le Madeira Ultra Trail au Mute au Portugal et ses 115 km et 7300 mètres de dénivelé positif à la 7ème place, avec une 4ème place lors de l'Ultra Trail du Mont Fuji au Japon en 2019 et ses 169 km et 8000 mètres de dénivelé positif. Et enfin, sur l'UTMB 2019, elle termine 21ème en 31h48. Mais ce qui caractérise le mieux actuellement la Sissi de ces dernières années, c'est la Sissi présentatrice de l'émission Emotion Trail, diffusée principalement sur Trek et sur la chaîne YouTube. Elle met dans cette émission à l'honneur différentes personnalités du trail running de haut niveau à travers des reportages et des entretiens tout en intimité, dans des lieux magiques et lors de sorties en nature, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Nous voici arrivés au terme de ma présentation, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Pour vous situer un petit peu le contexte, nous avons enregistré en nature, proche de son domicile, à l'endroit où elle a l'habitude de s'entraîner. Donc si vous entendez des petits bruits d'oiseaux ou des cris d'enfants, c'est normal car nous sommes à l'extérieur. Lors de cet entretien, nous allons balayer ensemble toutes les facettes de la vie de notre invitée. Elle s'est livrée de manière très transparente et pour son naturel et sa bienveillance, je la remercie de nouveau. Et je ne vais pas vous faire plus attendre et je laisse place à ma conversation avec Sissi Cusso. Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis avec Sissi Cusso. Salut Sissi, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Salut Nico, merci de m'accueillir. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu dans lequel on est aujourd'hui ? Oui, alors là je te donnais rendez-vous à la Vallée de l'Eure, à Uzès. C'est un terrain de jeu que je fréquente très régulièrement, puisque c'est là où je m'entraîne quasiment tous les jours. Donc voilà, c'est un endroit où se retrouvent beaucoup de coureurs du coin. Voilà, les gens qui veulent se balader, c'est familial et puis il y a beaucoup de sentiers qui partent dans tous les coins avec différentes technicités. Donc voilà, c'est un très très bel endroit pour courir et voilà, je viens souvent m'entraîner dans le coin. On est à côté d'Uzès, c'est ça ? Oui, on est à peine 1 km 500
ans du centre-ville d'Uzès, dans le Gard. D'accord. C'est ça. Donc voilà, c'est très bien parce que c'est un endroit qui est à proximité de la ville et en même temps, on a l'impression d'être en pleine nature. Donc pour les gens qui habitent en ville, on peut facilement partir à pied quand on habite la chance d'habiter en centre-ville et venir courir jusqu'ici. Donc voilà, c'est un super endroit. Ok, je te remercie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous décrire qui est Sissi Cusso et notamment en commençant par exemple par ton enfance. Et j'avais une question, est-ce que tu préfères Sissi ou Sylvaine déjà? Alors je préfère Sissi. D'accord. Voilà, j'ai jamais aimé mon prénom. Bon, malheureusement, on choisit pas son prénom. J'ai toujours du mal à m'habituer. Non, c'est vrai que Sylvaine, voilà, je trouve que ça sonne un peu vieillot, donc ça me fait penser à Sylviane. Voilà, je trouve que souvent les gens me donnaient plus que mon âge juste en connaissant mon prénom. D'accord. Et mon papa m'a toujours appelée Sissi quand j'étais petite, mes grands-parents aussi. Du coup, c'est resté. Voilà, c'est resté. D'accord. Et voilà, rien à voir avec la princesse et l'impératrice, hein, mais Rien à voilà, voir. Sissi, je trouve C'est ça un plus diminutif. mignon. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, où tu as grandi Oui, bien sûr. Alors, je suis originaire du Mans, en Sarthe. Voilà, où je suis née, où j'ai grandi. Je suis restée jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà, j'ai ensuite quitté Le Mans pour poursuivre mes études sur Angers. J'ai fait 2 années de classe préparatoire pour intégrer une école de commerce. D'accord. Donc, j'ai fait prépa HEC. 2 années intenses en termes de charge de travail, mais voilà, c'est important si on veut aller loin dans les études. Donc, j'avais mis un peu entre parenthèses le sport à ce moment-là. Et ensuite, j'ai intégré l'école de commerce de Toulouse. Donc, c'est là que j'ai déménagé dans le sud et que j'ai découvert les joies du soleil et de la bonne humeur du sud. Et c'est vrai qu'une fois qu'on goûte au sud de la France, on a du mal à remonter. En tout cas, pour ma part, voilà, j'ai pas eu le souhait de remonter. Donc, je suis restée dans le sud. D'accord. Avec 10 ans sur Toulouse, l'école de commerce que j'ai terminée, puis j'ai fait un premier boulot là-bas. Et j'ai déménagé sur Uzès dans le Gard il y a à peu près, c'était en 2012. D'accord. Voilà. Et tu as des frères et sœurs Alors oui, famille nombreuse, une première fratrie de 3, une sœur, un frère. Ensuite, une deuxième fratrie, puisque mes parents sont divorcés, D'accord. mon père a refait sa vie. D'accord. Et donc, 3 autres frères et une autre petite sœur. D'accord. Donc, on est 7 en tout. D'accord. Voilà. Donc, Bien entouré. Bien entouré, et c'est chouette, les familles nombreuses, les repas. Voilà, c'est vraiment des bons moments. Malheureusement, je les vois pas souvent, puisqu'ils sont un peu dispatchés. Vous êtes tous dispatchés dans diverses régions. Ouais, c'est ça, entre Paris, Annecy, Nantes, Angers, Le Mans, voilà. Il y a du monde un peu Mais partout. vous arrivez quand même à conserver des relations Oui, on essaye maintenant avec les moyens de communication, c'est assez facile. Et puis il y a les fêtes de famille qui donnent l'occasion de se revoir aussi. D'accord. Et qui était l'enfant, Sissi? Plutôt dynamique, plutôt réservé? Un peu des deux. En fait, j'ai toujours été assez timide. Voilà, petite, j'ai été plutôt introvertie, mais à la fois, j'ai toujours fait du sport. C'était aussi un moyen pour moi d'expression, un moyen aussi d'extérioriser ce côté un peu speed, parce que on peut être speed, dynamique et à la fois introverti quand même socialement. Donc voilà, j'étais Ce qui a été mon cas, je te coupe. D'accord, tu vois, comme quoi tu me comprends du coup. Voilà, mais après j'étais une enfant sage. Ma mère me disait toujours que j'ai jamais fait d'adolescence. Hein. J'ai pas été problématique. D'accord. Donc voilà, sans problème. Plutôt, je pense, polie, parce qu'on a été bien élevés, bien éduqués. On a eu cette chance de grandir avec des parents très présents, des frères et sœurs très soudés. Donc voilà, on a eu beaucoup de chance pour ça. Un environnement stable et favorable. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas dans le sport? Qu'est-ce que tu as fait comme activité? Et à partir de quel moment tu as basculé dans le trail? Alors j'ai commencé le sport très jeune, encore une fois merci papa, merci maman, puisque c'est grâce à eux, voilà, vers l'âge de 6 ans, déjà j'ai une famille très sportive, hein. Papa et maman couraient déjà, et tous les dimanches on allait faire un petit tour de 3 km déjà quand j'avais 6-7 ans. Ouais. Ah ouais, vachement tôt. Ouais, tout à fait. En courant, ouais. Alors j'ai des vagues souvenirs de moments très difficiles. Je me rappelle qu'à l'époque c'était pour moi une certaine fierté d'arriver à faire ça, et en même temps je subissais beaucoup, je pleurais très souvent. Ouais. C'était un moment particulier parce que j'aimais ça, mais en même temps c'était dur. C'était dur.
Et puis, j'ai fait de la gymnastique aussi, entre 6 et 10 ans. Et puis après, j'ai cumulé gymnastique et athlétisme, puisque on s'est licencié à l'âge de 10 ans. C'était l'âge de ma première licence. D'accord. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que cumuler les deux sports, plus les études, c'est compliqué. Donc, il a fallu faire un choix. J'ai laissé tomber la gymnastique, que j'ai pratiqué 6 ans, pour me consacrer à l'athlétisme. Voilà, que j'ai jamais lâché. Donc l'athlétisme, ça a été d'abord, quand on est petit, c'est un loisir. C'est le moment où on retrouve les copines, c'est le moment, un moment sympa après l'école. Donc c'est vrai qu'au début, on pratique un petit peu tout. On s'essaye, à la au piste. disque, au lancer de poids, etc. C'est ça, Toutes les pratiques, quoi. Toutes les pratiques, puis il y a un côté ludique, lancer de marteau, lancer de disque, faire du douce en longueur, faire de la hauteur. Je me rappelle qu'on adorait ça, faire la hauteur, c'était drôle. Tu as commencé dans quel club ? Alors j'étais à l'Union sportive du Mans, à l'USM, pour commencer, quand j'étais encore en Sarthe. Pour ensuite passer à Balma, au CA Balma, où je suis toujours aujourd'hui à Toulouse. D'accord. Quand j'ai déménagé et que j'ai eu le temps de reprendre le sport, parce que j'ai eu une petite pause aussi quand je me suis un petit peu plus consacrée aux études, j'avais plus trop de temps de courir, en prépa notamment. D'accord. Donc voilà, ça a été une petite parenthèse, mais on peut pas tout faire. Alors, petit message à ma fille qui fait de la gymnastique, qui a bientôt 12 ans et qui fait de la gymnastique et qui est absolument passionnée de cette pratique. Pour le vivre, je sais que c'est un sport qui est très compliqué, très, très dur. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça dépend comment on souhaite le pratiquer, je pense. C'est comme tous les sports, hein. Soit on le pratique en loisir, en passion, sans vouloir forcément rentrer dans la compétition, en se disant voilà, je me fais juste plaisir et puis je fais ce que j'arrive à faire. Après, je pense que petite fille, quand on est poussée, entourée par une prof qui veut nous faire un peu grimper les échelons, faire participer à des compétitions, on peut vite rentrer dans le truc. Et effectivement, la gymnastique, ça nécessite de l'agilité, de la souplesse, de la force aussi. Faut pas avoir peur. Par exemple, je pense à la poutre. Voilà, on faisait de la souplesse arrière sur la poutre. Je me rappelle que pour moi, c'était terrible, la peur de me faire mal. Donc oui, c'est difficile parce que je pense qu'il faut réussir à accumuler beaucoup de qualités. Mais en même temps, l'école du sport quand on est petit, c'est super enrichissant et ça nous construit. Donc j'espère que ta fille continuera à aller... En tout cas, c'est un sport hyper complet et ça apprend la rigueur et tout un tas d'autres valeurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler du moment où tu as commencé à basculer dans la pratique de course à pied plutôt nature ou trail ? Alors le trail running est venu sur le tard, puisque c'était en 2012-2013, plus vraiment en 2013. J'ai fait quelques petites courses en 2012. Tout simplement, en fait, ça a été lié à mon déménagement dans le Gard. Avant, j'habitais à Toulouse, j'étais en centre-ville, j'étais à Balma, donc je faisais plus de la piste. Exactement. Non, mais c'est vrai. Hein, souvent, on s'entraîne là où on peut. Donc, quand on fait de la route, parce qu'on habite en ville, c'est compliqué de se mettre au trail running. Et puis, en toute honnêteté, j'étais même pas du tout sensibilisée sur cette... Enfin, je connaissais pas, en fait. J'étais pas entourée de trailers et à l'époque c'était quand même un peu moins populaire qu'aujourd'hui, donc c'était nouveau pour moi ici en arrivant. Et puis j'ai rencontré Emmanuel Go, mon chéri, qui déjà lui était pratiquant et qui m'a aussi un peu mis sur la voie parce que lui il ne faisait que ça. Donc c'est vrai qu'en le suivant, en déménageant ici où il y a vraiment le terrain de jeu qui s'y prête, il y a de quoi faire. C'est ça, naturellement, je me suis mise à aimer et à pratiquer ce type de sport. Alors moi j'ai commencé aussi à la même année que toi, fin 2012. Et comme je disais à chaque fois sur le podcast, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui ont commencé entre 2012 et 2013. C'est la période où je pense que ça a basculé dans la démocratisation du sport. Je pense, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la période à laquelle tu t'es rendu compte que tu pouvais être performante ? Je sais pas si on se rend compte qu'on est performant, mais en tout cas, il y a eu l'année où j'ai été approchée par des sponsors. C'était en 2013. En fait, j'ai remporté le 50 km de l'Eco-Trail de Paris. Donc un an après avoir commencé. Oui, mais tu avais un passif d'athlétisme. Alors voilà, j'ai toujours exactement, j'ai toujours couru, donc j'avais quand même cette chance, cette capacité d'endurance, et puis je partais pas de zéro. Donc je pense que ça aide. Et après, il y a pas naturel, enfin il y a pas fondamentalement de différence, hein. C'est de la course à pied. Après c'est juste le terrain qui change. Et puis c'est vrai que l'Eco-Trail de Paris, c'est une course qui est assez rapide, enfin qui est assez roulante, je veux dire, qui est pas très technique.
Donc 2013, je remporte le 50 km de l'Eco-Trail de Paris. Bon, c'était vraiment une surprise, hein. J'ai pris le départ. Pour moi, c'était long déjà, 50 km. T'avais jamais fait aussi long? Non, j'avais jamais fait aussi long. Donc c'était bon, je me suis lancée préparée quand même. Je m'étais vraiment bien préparée. Mais voilà, le remporter pour moi, c'était une belle surprise en fait. J'imagine. Je me suis moi-même étonnée, même s'il n'y avait pas à cette époque-là un gros plateau. Peut-être le même niveau qu'aujourd'hui, peut-être. C'était pas le même niveau, je pense. Je m'étais même pas renseignée Ouais, sur le plateau tu en savais fait, pas. parce que je pensais pas du tout gagner ni faire un podium. J'avais pas d'objectif de performance ce jour-là. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas l'UTMB ou la CCC d'aujourd'hui. C'est clair. Mais c'est toujours sympa de remporter une épreuve comme celle-ci. J'imagine. Et puis suite à ça, donc j'étais approchée par ASICS. Et puis sont suivies d'autres propositions, d'autres partenaires. J'ai intégré le team Trail. D'accord. Et puis après, je pense que quand on a des partenaires qui s'intéressent à nous, on est un peu plus entraîné dans une logique de réussite, de performance, en tout cas de se donner les moyens, hein, puisque voilà, on a envie de montrer que les partenaires ont raison de nous faire confiance. Donc je pense que c'est naturel et on se donne un peu plus les moyens. Donc 2013, ouais, j'ai commencé à mieux m'entraîner en termes de quantité et de qualité. Parce que c'est vrai qu'avant ça, j'étais plus sur un entraînement quand j'ai le temps et pas forcément très structuré. J'étais en club et puis c'était plus un amusement de retrouver les copains, de faire des courses pour s'amuser. Donc j'étais vraiment pas rentrée dans une logique d'essayer de faire des résultats. Donc ça, voilà, ça, je dirais que tout a coïncidé. À partir de l'Eco-Trail, tu as commencé à passer dans une pratique plus rigoureuse et plus professionnelle, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, avec des participations au championnat de France de trail. Et puis après, voilà, j'ai vu que j'arrivais à faire des podiums. Et puis c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et après, on rentre dans une satisfaction aussi un peu personnelle de voir qu'en fait, en s'entraînant, on arrive à avoir des résultats et ça remplit quand même parce qu'on se dit, bah, c'est cool. C'est un cercle vertueux. Oui, exactement, c'est le mot. Et c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement ta participation au championnat du monde de trail, me semble, avec l'équipe de France? Alors, c'était en 2015, effectivement, j'avais été sélectionnée. Pas sur. C'était à l'époque, il y avait des sélections, il y avait quelques athlètes qui étaient sélectionnés sur des courses. Il y avait les trois premières à l'époque, c'était la course des Templiers. Enfin voilà, il y avait des courses de sélection. D'accord. Et se rajouter à cette sélection des athlètes entre guillemets remplaçantes qui étaient sélectionnés sur des résultats à l'année en fait, sur résultats de belles courses comme le TTN ou autre. Donc moi, j'avais la chance de faire partie de cette rallonge des sélectionnés. C'était Philippe Propage à l'époque qui s'occupait de la sélection, qui s'occupe d'ailleurs toujours de la sélection, je crois. Semble, oui. Ouais. Donc, pour moi, c'était un sacré honneur d'avoir la chance de porter le maillot de l'équipe de France. Même si j'étais complètement lucide sur mon niveau et que je m'attendais pas à faire des miracles ce jour-là, mais voilà, je me suis bien préparée, j'étais vraiment motivée pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Je pense que s'il y a une course où on a envie de se donner à fond, c'est bien celle-là. C'était quelle course? C'était la Maxi Race. La Maxi Race, à Annecy. Ouais, à Annecy, c'est ça. Sur quel format? Sur le 85 ou 83. C'était le championnat de trail long, alors. C'était, voilà, mais sauf que cette fois, c'était une course à part qui faisait, il y avait que le championnat du monde. D'accord. Avec un départ différent qui était donné à 3h30 du matin. Ce jour-là, et il y avait que le championnat du monde. C'était pas la course open. Il y avait une course séparée pour l'autre course. D'accord. Pour la course officielle de la Maxi Race. Voilà, donc ça a été malheureusement compliqué pour moi parce que j'ai pris le départ blessé. J'avais essayé de me soigner. En fait, je savais que j'étais blessée. J'avais fait tout pour essayer d'arriver en forme le jour J, mais j'avais une fissure au tendon d'Achille, au tendon fibulaire. Donc c'est le tendon sur le côté qui stabilise les chevilles. D'accord. Ouais. Que je m'étais blessée en Patagonie en avril, juste avant. D'accord. Donc ça a été compliqué, j'ai serré les dents comme j'ai pu, mais voilà, je suis allée au bout parce que pour moi c'était important d'honorer le maillot. Puis j'avais ma famille qui était venue m'encourager, donc voilà, j'avais envie d'aller au bout, mais ça a été compliqué. Puis j'étais aussi surtout frustrée de pas pouvoir m'exprimer complètement. Oui. Voilà, même si je savais que j'étais dans la capacité bien sûr de faire un podium ni un top 10, mais essayer de rentrer dans un top 15 ou un top 20, ça aurait été chouette.
Donc voilà. Ça Mais s'est pas passé comme tu as souhaité, mais tu as été malgré tout contente d'aller au et bout. heureuse d'avoir participé et d'être Ouais. allée au bout, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis vivre les émotions d'un championnat du monde, Mhm. d'avoir autant de monde. Parce que c'est rare un championnat du monde en France. D'accord. Donc d'avoir autant de spectateurs sur le côté, c'était génial pour toute l'équipe de France, de vivre le côté collectif aussi, parce que les championnats du monde, c'est pas que un résultat individuel, c'est aussi un résultat collectif. Et il y a une importance forte accordée à ce collectif hein, dans l'équipe de France. Donc voilà, le vivre une fois dans sa vie, c'est une chance. Donc j'étais vraiment heureuse et honorée de le vivre une fois dans ma vie. Je dis souvent dans le podcast que le trail, c'est le sport individuel, le sport individuel le plus collectif qui existe. Parce que c'est souvent, on réussit des objectifs, on n'est pas seul, quoi. Ouais. C'est souvent le cas. C'est vrai. Et justement, tu as un coach, toi, notamment Oui. par rapport à ça? Oui, j'ai un coach. Mhm. J'ai un coach qui est mon amoureux. D'accord. Voilà, qui me coach depuis que je fais du trail running. Parce que c'est vrai que. Depuis le début, donc. Ouais. Alors avant ça, j'avais des coachs qui étaient au club respectif où j'étais. Mais voilà, après, depuis que j'habite maintenant ici, je suis plus à Toulouse, c'est compliqué. J'ai toujours gardé ma licence à Balma, mais n'étant plus sur place, c'était compliqué de garder un coach du club. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à bien se connaître. On ajuste aussi en fonction du travail, des différentes contraintes familiales et Tout à fait. professionnelles. Donc je pense que c'est bien d'adapter aussi en fonction de ses ressentis. Et voilà, je pense qu'avec le temps, on devient plus sage dans l'approche de sa pratique. Et voilà, on apprend et on voit les choses différemment. On est peut-être un petit peu moins borné à se dire, là, j'ai une séance sur le papier, il faut absolument que j'aille la faire. Oui, mais si je suis trop fatiguée ou si j'arrive pas à la caser, je vais pas la faire à 22h parce que c'est le seul créneau que j'ai trouvé. D'accord. Oui, je pourrais le faire, mais au bout d'un moment, on se rend compte que je l'ai fait. On le fait tous. C'est clair. Parce que voilà, on est un peu borné, mais il y a des fois, on se rend compte que c'était la séance de trop et qu'il valait mieux ne rien faire et c'est pas grave. Et puis, on réajuste. Voilà, on réajuste. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton entraînement une semaine d'entraînement, c'est quoi pour toi? Alors, en général, c'est 6 entraînements. Oui, voilà. Parce qu'après, ça s'est modifié en fonction de mes objectifs, c'est ça. Tout à fait. En règle générale, c'est 6 entraînements par semaine, dont donc 5 à pied, 1 à vélo. D'accord. Vélo de route? Vélo de route, voilà. Vélo de route, c'est des sorties entre 3 et 4 heures. En semaine, je suis plus sur des sorties de 1 heure, 1 heure et demie maximum. C'est pas très long. Varié entre des simples footings vallonnés et des sorties de fractionnés. Soit du fractionné court, type 30-30, type 45-30, soit du fractionné long, donc ça peut être du fartlek, donc en nature, à la sensation, soit c'est des 1 minute, 2 minutes, des pyramides, voilà, c'est vraiment adapté. Fartlek, c'est pour rappeler à ceux qui ne savent pas, c'est l'accélération au ressenti, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est des variations d'allure, un petit peu, voilà, aux sensations. Sans vraiment de choses très codifiées, mais voilà, c'est accélérer, ralentir, se mettre des petites périodes pendant quelques minutes où on va changer l'allure, c'est ça, sur terrain vallonné. Moi, je ne m'entraîne qu'en nature, donc j'ai toujours un peu de dénivelé dans mon entraînement, c'est jamais du plat. Parfois c'est que 150 de dénivelé, mais déjà rien que pour partir de chez moi et pour venir ici, il y a une descente, une montée. D'accord. Donc forcément. déjà voilà, pour rentrer à la maison, même sur ma récup, il faut que je grimpe. Donc il y aura toujours entre 100 et 150 minimum de dénivelé positif, et puis après ça peut varier jusqu'à 300, 400. D'accord. Mais voilà, et puis après il y a une sortie longue dans la semaine aussi, qui est entre 2h30 et 5h en fonction des objectifs. Plutôt le week-end? Plutôt le dimanche, Plutôt le dimanche. parce que c'est une journée où on travaille pas et on a un peu plus le temps, donc c'est plus facile à caser. Tu fais du travail de renforcement musculaire à côté de ça ou pas du tout? Un petit peu, pas énorme, puisque c'est vrai que le vélo, c'est aussi une manière de renforcer sa puissance musculaire. Donc je considère quand même que le vélo, j'essaie de faire un peu de travail de force sur le vélo. Après, j'essaie d'intégrer à la fin de mes sorties à pied 10 minutes, un quart d'heure d'abdogainage. Voilà, mais ça reste du basique. J'ai pas trop de temps pour faire ça. Mais voilà, j'essaye toujours d'en faire un petit peu à la fin de mes sorties. D'accord. Est-ce que tu peux nous... Alors, on a parlé de ton entraînement de manière générale.
Quand tu prépares des ultras, type les ultras que tu as fait dernièrement, là, comme l'UTMB ou le Mont Fuji, euh, quelle approche tu vas avoir et qu'est-ce qui va changer par rapport aux entraînements habituels? Alors, c'est des épreuves qui sont particulièrement longues, donc c'est vrai que c'est important d'entraîner son corps pour tenir sur plusieurs heures, puisque c'est des courses de minimum 25-26 heures, pour moi en tout cas, qui peuvent aller jusqu'à 32 heures. L'UTMB, j'ai mis 31h50, 48 exactement. Donc c'est très très long, donc c'est important de faire des sorties de plus de 3-4 heures. En général, en semaine normale, je dépasse rarement plus de 3h30, 4 heures. Donc voilà, c'est intégrer des blocs de charge. C'est vrai que c'est beaucoup ça. Ça peut être une semaine entière, notamment pour préparer l'UTMB. J'étais allée sur place et j'avais fait une semaine entière, enchaîner des sorties de 3-4 heures tous les jours pour arriver en une semaine, ou au moins 5 jours. Un gros bloc, quoi. Un gros bloc de charge. C'est ça, un gros bloc. Alors, il faut toujours être vigilant, bien sûr, de ne pas rentrer dans de la fatigue et essayer de le faire intelligemment. C'est-à-dire que pas forcément le faire à fond. Ça peut être des randos courses. Intégrer des randos courses, c'est très intéressant en montagne. Il faut toujours se dire qu'on n'a pas forcément besoin de toujours courir. Et quand on s'entraîne 6-7 heures, on peut marcher, on peut s'autoriser des moments où on marche. Donc voilà, c'est une manière aussi de vivre la discipline différemment et de voir ça comme aussi un plaisir, parce que marcher en montagne, ça permet de plus apprécier le ouais, paysage, c'est ça. notamment. On découvre, on visite, et puis du coup on s'entraîne avec plus de motivation, puisqu'il y a un côté ludique, un côté sympa. On est surtout quand il fait beau. Voilà, je pense qu'il faut prendre un peu du recul et pas forcément se dire je vais m'entraîner, attention, faut que je cours pendant 7 heures. Faut se dire voilà, je vais faire une belle balade et ça passe vraiment mieux. Emmener à manger, éventuellement s'arrêter dans les... Il y a toujours, par exemple, je pense à l'UTMB, c'est arrêté boire un coca dans un... Je me rappelle plus exactement l'endroit, là où il y a un ravito sur la course. Voilà, s'arrêter, c'est pas grave de s'arrêter un quart d'heure, 20 minutes pour boire quelque chose de frais, parce que souvent on s'entraîne l'été. Voilà, donc finalement j'ai vraiment pris du plaisir à préparer ces épreuves, parce qu'on est dans un autre état d'esprit que se faire une sortie d'1 heure, 1h30 à fond, où on se met du fractionné. Voilà, c'est du long, lent. C'est du temps long. C'est du temps long, voilà. Alors après, il faut aimer être dehors, c'est vraiment ça, faut aimer être dehors, faut aimer l'endurance, parce qu'on passe du temps, voilà, faut pas forcément tout le temps regarder sa montre, et puis faut pas forcément regarder les kilomètres aussi, parce que quand tu fais beaucoup de dénivelé, forcément les kilomètres ils avancent moins vite, forcément. Donc on peut faire 30 et 3000 par exemple, avec beaucoup d'heures, mais c'est normal, parce que quand on fait des ascensions qui durent 1 heure, comme on en trouve sur l'UTMB, eh bien, voilà, les kilomètres, ils défilent moins vite. Mais c'est important pour préparer ces longues courses. Est-ce que tu peux nous parler de ton UTMB de cette année, ton état d'esprit, ce que tu en as retiré? Alors, ça a été une course que j'avais bien préparée. J'avais fait la reconnaissance. J'avais vraiment envie de faire du mieux possible. Et puis surtout, prendre un maximum de plaisir, parce qu'on m'avait tellement dit... tu vas voir ces courses-là, il y a un moment où tu rentres dans un état second, où tu vas avoir des hallucinations, où tu vas plus réussir à avoir de tonicité dans les jambes. Enfin, ça m'avait fait un peu peur. Je m'étais dit, oh là là, ça doit être vraiment dur. Parce que j'avais fait la TDS et le Mute, qui sont quand même des distances de 120 km. Mais on m'avait dit, un 160, 170, c'est encore autre chose. Donc c'est un autre niveau, quoi. C'est un autre monde, apparemment. Exactement, c'est un autre monde. Donc justement, je m'en étais fait tout un monde, en me disant c'est l'inconnu, oh là là. Et puis en fait, alors oui, ça a été très dur, mais pas si dur que ce que j'avais imaginé. En tout cas pour l'ultra du Mont Fuji, c'était pas ta question, mais je vais quand même en parler, parce que ça a été ma première question, ma première expérience sur 100 miles. Donc mes premiers pas dans la discipline, enfin en tout cas sur du 160, plus de 160. Plus de 160 km, ouais. J'avais mis 26h30 ou 26h20.
Bref, c'était long, mais j'avais pas connu de cet état de second où on voyait des hallucinations. Ça s'était vraiment super bien passé. Alors, il avait fait un temps horrible, donc j'ai eu froid, ça a été dur, hein. Ça n'a pas été si facile que ça. Je vais pas dire l'inverse. Mais voilà, j'ai pas connu cet état. D'accord. Donc, je suis partie un peu plus confiante sur l'UTMB en me disant, bon, je sais ce que c'est. Je sais qu'au moins, j'arrive à tenir la distance. Et en fait, l'UTMB s'est beaucoup moins bien passé que l'Ultra du Mont Fuji. Alors, j'ai pas connu cet état dont on parle. Mais en fait, j'ai vraiment subi à partir de Courmayeur vers le 90. Donc, on est quand même encore loin d'arriver, 90 km. On a fait un peu plus de la moitié, quoi. Un peu plus de la moitié, mais voilà, on est encore au petit matin. Moi, j'étais très bien jusqu'à Courmayeur. Énormément de plaisir, des sensations, voilà. La nuit, c'était bien passé. Et puis, passer Courmayeur, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais plus de sensations. J'étais très fatiguée. Voilà, j'étais lucide, hein. Mais je me suis demandé comment j'allais venir à bout de ce chantier, quoi. Et puis, on se dit toujours, ça va revenir, c'est un état, voilà, c'est une transition. Temporaire, c'est un état temporaire. Exactement, faut serrer les dents, je m'alimente une fois que le jour va se lever. Puis en fait, j'avançais étape par étape, mais c'est jamais revenu. Donc voilà, ça a été dur, mais... C'était quoi? C'était que physique, mental? C'était les deux? C'était général? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Alors après, c'est toujours un peu dur d'analyser la chose parce que je pense qu'il y a eu peut-être un problème d'alimentation à Courmayeur. J'ai mangé du solide et j'ai mangé en fait tout simplement un tupper de riz lentilles. Et c'était peut-être beaucoup pour mon estomac. Je pense que j'ai eu un problème ensuite pour digérer. Alors peut-être j'ai accusé le coup et puis après j'ai cru que c'était une hypo, donc j'ai remangé derrière. Donc je pense que voilà, il y a des choses à changer au niveau alimentaire. De toute façon, on apprend. Hein. On apprend, ouais, c'est ça. C'est exactement comme ça que j'analyse la chose. J'ai essayé de tout prendre en compte. J'ai pas vraiment de réponse, mais voilà, je pense que c'est l'ultra aussi. Il y a de l'inconnu et c'est ça qui fait son charme. Exactement. On essaye d'analyser, mais on n'a pas les réponses. Ça s'est passé comme ça cette fois. Peut-être que le prochain, ça se passera différemment. Donc voilà, faut prendre ça comme une expérience. Et je suis allée au bout. J'ai eu des hauts, des bas. Après, ça a été une alternance de hauts et de bas, en fait. Donc, il y a eu des moments quand même d'euphorie où j'étais vraiment bien, où je me dis, ça y est, ça va revenir et tout. Ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure, où j'étais sur des bonnes allures et je remontais le classement. Et puis après, on se rattache aussi aux autres parce que je voyais des filles que je doublais qui étaient encore pires que moi au niveau de l'état. J'ai vu des filles accroupies sur des rochers, la tête dans les mains. Et en fait, on est tous un peu, sauf qui peut, sur les derniers kilomètres, à alterner ces moments-là. Et voilà, c'est ça l'ultra, c'est cette magie, l'ultra. Enfin, magie, comme ça fait pas rêver. Mais en fait, c'est ça parce qu'en fait, on se fait vraiment surprendre. Constamment, on se fait surprendre par son corps, qui va chercher des ressources insoupçonnées. On sait pas comment. Et puis d'un seul coup, bam, on retourne dans le pire. Et on alterne comme ça, sans explication. Et en fait, se faire surprendre, c'est chouette. C'est chouette. C'est clair. Et puis voilà, on a les proches qui nous boostent et qui nous poussent. Voilà, on avance ravito après ravito et avec toujours cet objectif de ligne d'arrivée. Et voilà, après, on se rattache aussi à l'environnement parce que cette année à l'UTMB on a eu la chance d'avoir des conditions rêvées. Il faisait très beau, il y a un petit peu de pluie au départ, non? Me semble. Ouais, ça a légèrement quoi. Légèrement, ça a pas duré longtemps. Après on a eu vraiment la chance d'avoir du beau temps et je me souviens dans la montée de la Flégère avant de redescendre sur Chamonix, j'étais toute seule, il faisait nuit. Et en fait, je voyais les étoiles, c'était magnifique. Donc, j'ai éteint ma frontale, je me suis arrêtée 1 minute et j'ai regardé les étoiles. Franchement, c'était un moment incroyable qui me restera. C'était super beau, ouais. Je voyais toutes les étoiles et en même temps, j'entendais l'orage, parce que l'orage arrivait aussi. Donc, il y avait les deux mélangés. Et voilà, c'était un petit moment suspendu. Un moment à part. Ouais, c'est ça. Dans ta carrière,
Est-ce que tu as senti un point d'inflexion ou une modification qui t'ont permis d'augmenter tes performances par rapport à, par exemple, une modification de ton entraînement ou un moment comme ça dans ta carrière qui t'a fait progresser assez rapidement dans le trail? Un moment, je dirais peut-être une course, la CCC en 2015, pardon 2014. Mhm. Je fais 4e La sur, CCC, c'est le 100 km de l'UTMB, hein. c'est ça, C'est ça. le 100 km Mhm. de l'UTMB. Donc on fait pas tout le tour. On part de Courmayeur en Courmayeur, passant par Champé, Champé jusqu'à Chamonix. Chamonix. Voilà. Cette année-là, je finis 4e. Pareil, c'était ma première très très longue. Honnêtement, je savais pas si j'arriverais à aller au bout. C'était un peu tôt, hein. Mhm. 2014, ça faisait que 2 ans que je faisais du trail running. Je m'étais lancé un peu un gros défi, mais je m'étais bien préparée. C'est toujours pareil, quand on se prépare bien, en général, on peut faire Mhm. de belles choses. Et voilà, en allant au bout et rentrant dans le dans le top 5, pardon, euh, j'ai pris conscience que parfois on se sous-estimait en fait. Et en fait, je pense que chacun de nous, on est capable de faire des grandes choses si on se donne les moyens, tout simplement. Mhm. Et en fait, il faut se fixer des objectifs, mais il faut aussi bien les préparer. Et bien les préparer, ça veut dire être assidu, ne pas baisser les bras à la moindre difficulté. Ça veut dire prendre du plaisir aussi dans l'entraînement, parce que je pense qu'il y a une partie mentale, Mhm. hein, c'est-à-dire quand on part sur des longues courses comme ça, si on y va contraint, forcé, en se disant en se disant qu'on a quelque chose à prouver aux autres, c'est pas forcément la bonne stratégie. Je pense qu'il faut y aller parce qu'on a envie de le faire, parce que c'est le bon moment, Mhm. parce qu'on va se régaler, et voilà, en se disant je suis préparée, je prends le départ, et ça va bien se passer. Voilà, il va se passer ce qui se passera, j'irai au bout. Et en fait, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est plus un déclic mental Mhm. à me dire on est capable quand on se donne les moyens, et c'est ça qui est beau en fait, c'est que le corps humain est plein de ressources. Mhm. Et voilà, bon, bien sûr il faut avoir aussi peut-être quand même des prédispositions, il faut euh, voilà, il y a des choses, C'est plein de paramètres qui font que. oui aussi, il faut bien s'alimenter, bien s'hydrater, il faut avoir une hygiène de vie quand même plutôt bonne, même si Mhm. on peut se faire plaisir, hein, heureusement. Mais voilà, c'est un ensemble de choses qui font que on est capable. Voilà, faut se dire ça en fait. Mhm. L'ultra, c'est quand même une pratique qui est très complexe, quoi. Il y a des paramètres Ouais. multiples et variés qui font que s'il y a un seul des paramètres qui va pas, comme tu disais, la Mm, préparation ou l'alimentation ou autre, mm. il faut que pour que ce soit abouti ou que l'objectif soit atteint, il faut arriver à faire en sorte que tous ces paramètres soient entre guillemets plus ou moins maîtrisés. Et en plus par-dessus ça, il y a aussi des impondérables comme la météo, donc c'est vrai que Mm. c'est quand même compliqué comme sport. Si tu Ouais. dé- Excuse, Pardon, je rebondis sur ce que tu vas-y, dis. je t'en prie. C'est compliqué. Après, il faut se dire aussi que l'ultra n'est pas une fin en soi, et je pense Mhm. qu'on n'est pas tous faits pour cet effort. Mhm. C'est long, on le disait tout à l'heure, c'est un autre sport, c'est un monde à part. Et en fait, quand on commence à faire du trail, il faut pas forcément se dire mon objectif c'est de faire de l'ultra, parce qu'il y a des gens qui sont juste physiologiquement pas faits pour Tout à ça, fait. qui vont peut-être avoir l'envie et le mental pour, mais après à un moment donné le corps doit suivre. Et il y a des gens qui ont par exemple euh, des petites pathologies, une jambe plus courte que l'autre, Mhm. des tendons d'Achille fragiles. Il faut se dire que 20-30 heures d'effort, il faut que le corps il soit solide, hein. On n'a pas tous la Mhm. chance d'être solide dans le corps et dans la tête. Et voilà, si on n'est pas fait pour ça, c'est pas grave. On peut aussi rester sur des épreuves courtes. Et je pense que c'est Et important. prendre autant de plaisir, quoi. Oui, voilà, Mhm. c'est important de se dire que on n'est pas forcément obligé de faire de l'ultra, et la longue distance n'est pas voilà. Il n'est pas une fin en soi, comme tu Non, disais. non, pas du C'est tout. pas forcément la logique des choses. Ouais. Et quand tu parles de 20-30 heures, il est bien évident que c'est réservé sur l'UTMB notamment à une certaine partie des pratiquants, pas à tous. Oui, c'est vrai, c'est Parce que ça vrai, sera plutôt en général aux alentours de 45, 50. c'est vrai. Ouais, C'est vrai, t'as raison. Après, bon, moi, je dis 30 heures parce que j'ai mis 26 heures tout à fait. au Japon, Mhm. mais à l'UTMB, j'ai quand même mis 31 heures. Ouais, Donc, mais c'est déjà exceptionnel. ouais, ça commence à faire. Si tu devais n'en choisir qu'une, quelle est ta qualité
par rapport aux autres qui te permet de performer? Alors, je pense Une c'est seule. une seule. Faut bien réfléchir. Ouais. Je suis assez bornée, en fait. Le mental. Et ouais, le mental. Le mental, parce que c'est vrai que j'ai très, très, très rarement abandonné une course. Et en fait, les rares fois où j'ai abandonné une course, c'est parce que j'étais au sol et que j'ai terminé à l'hôpital, D'accord. tout simplement. Donc, je me suis cassé un pouce, je me suis fait les 2 chevilles, mais quand je me dis fait les chevilles, c'est-à-dire que je pouvais plus marcher. Donc, je suis allée aux urgences. Mhm. Voilà, mais terminer une course juste parce que j'ai pas envie, ou parce que je suis fatiguée, ou parce que je suis pas dans le coup, ça, j'y arrive pas. Voilà, et j'ai vraiment ce côté un peu tête de mule et un peu ouais, je vais rien lâcher, un peu téméraire, un peu guerrière. Ça m'aide à aller au bout et aussi à relativiser un résultat et à se dire, même si mon objectif c'était peut-être de faire un résultat, ben si je fais pas un résultat, c'est pas grave. Je vais aller au bout parce que voilà, si je prends un départ, c'est pour aller jusqu'à l'arrivée et si je suis pas blessée et si ça remet pas en cause, en question ma santé et Mhm. si c'est pas vital, j'irai au bout et Donc le mental. voilà. Ouais, je pense, ouais. Et à l'inverse, quelle qualité souhaiterais-tu améliorer pour pouvoir encore progresser aujourd'hui? Je dirais ma vitesse. Je suis pas rapide. T'es pas rapide. Non, j'ai Pourtant, jamais été avec un rapide. passé d'athlétisme, c'est... Et ouais, mais j'ai essayé, hein, j'ai travaillé, mais j'ai jamais réussi à être trop rapide. Tu me mettras jamais sur un 100 mètres et même sur un 10 kilomètres route, j'ai du mal à faire un chrono parce que je suis limitée. Alors je sais pas si au niveau pulmonaire ou Mhm. au niveau, voilà, il y a sûrement quelque chose à améliorer. Après, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas fait forcément, enfin, on est fait pour une tel ou Oui, tel tout à fait. effort. Mhm. Je pense que moi, je suis plutôt endurante. Mhm. J'arrive à tenir sur du long à des allures plus ou moins rapides, Plus ou moins mais soutenu, ouais. plus ou moins soutenues. Mais en tout cas, j'arrive pas à être très rapide. Donc ouais, j'aurais bien aimé pouvoir être plus rapide, parce que le sprint, par exemple, c'est pas mon truc, quoi. J'ai toujours Mhm. perdu au sprint. D'accord. Ah, il faut faire avec ses qualités, il faut faire avec Ouais. entre guillemets, ses capacités. Ouais, c'est sûr. Après, ça m'a malheureusement fait perdre des courses de trail où j'ai perdu au sprint. D'accord. Voilà. Je C'est vrai? pense, ouais, notamment à la Saint-Élion en 2016. Mhm. On était au coude à coude pour la victoire avec Juliette Benedicto. Mhm. Voilà. Pour qui j'ai une pensée très forte, puisque malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Voilà, elle nous a quittés il y a maintenant un an. Ah non. Ouais, En montagne, il me semble. c'est ça. Elle Mhm. a eu un accident. Elle a chuté. Voilà, on avait fait la course, les 25 derniers kilomètres ensemble, coude à coude. C'est long, 25 kilomètres sur une course J'imagine. de 76. Mhm. Et en fait, voilà, elle a remporté la course parce qu'elle a été plus rapide que moi. Et ça, j'aurais pu, si j'avais été rapide, peut-être que j'aurais pu la gagner, mais c'est comme Ça ça. n'a pas été le Donc, cas. ouais. Euh, on va changer un petit peu de sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec tes sponsors et notamment tes compères d'aujourd'hui chez le groupe ASICS? Oui, bien sûr. Alors, ASICS, moi, ça a été, je suis depuis toujours avec cet équipementier. C'est vrai que j'accorde une importance à l'investissement sur le long terme avec un partenaire. Pour moi, c'est important parce qu'il y a une relation qui s'installe Mhm. et qui se construit avec le temps. On peut pas connaître un athlète en 6 mois et on peut pas non plus faire nos preuves comme ça en quelques mois. Mhm. Et donc j'ai démarré donc en 2013, comme je le disais tout à l'heure, avec ASICS. Et il y a une relation de confiance qui s'est installée. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour la marque, pour son histoire, pour sa philosophie. Voilà, c'est une marque japonaise. Mhm. Les Japonais sont des gens très rigoureux. On a eu la chance d'aller rencontrer les équipes de production au Japon, à Mhm. Kobe. On a travaillé avec eux pour la conception de modèles de chaussures, les Trabuco Light Mhm. qui viennent de Qui vient de sortir. sortir. Ouais. Mhm. Voilà. On nous a fait des semelles sur mesure. On a fait toute une batterie de tests pour travailler sur le textile. Donc c'est une chance incroyable pour nous, athlètes, de pouvoir intervenir dans la partie production. Donc voilà, je pense que c'est une relation sur la durée qui s'est installée
et se sentir investi aussi pour participer à tout ce qui est recherche et développement pour la marque, c'est la plus belle reconnaissance, je pense, qu'on peut donner à un athlète. Donc voilà, il y a ce côté pour moi qui est important, sentir qu'on est vraiment vous êtes intégré au processus, quoi. C'est ça, on participe à l'histoire de la marque, et ça c'est super important. Et puis après il y a une proximité avec les équipes aussi au marketing, la com, qu'on connaît bien au bout d'un moment, avec qui on a partagé des événements, donc c'est des relations qui s'installent, et le fait d'avancer d'année en année, de construire un vrai projet. Et ça fait 7 ans déjà, 8 ans maintenant. C'est ça. Ouais. Donc, oui, c'est tes premiers partenaires. C'est mes premiers historiques. Et voilà. Aujourd'hui, ce serait compliqué de courir pour une autre marque. Eh oui, donc je suis contente que ASICS me fasse confiance encore, et je suis contente de pouvoir avancer avec eux et de pouvoir mettre en place des beaux projets, parce qu'on a eu la chance de partir au Japon avec Xavier Thévenard et Benoît Girondel l'année dernière. On a eu la chance de partir en Patagonie avec Xavier Thévenard aussi, justement en 2015. On a fait les championnats du monde ensemble. J'ai partagé beaucoup de moments avec lui grâce à ASICS, et c'est des événements qui permettent aussi de bien se connaître, et de partager des moments forts en émotion. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, comment arrives-tu à équilibrer et à trouver une balance entre tous les aspects de ta vie, que ce soit professionnel, personnel, sportive? Parce Alors, que je te coupe, mais tu as une activité professionnelle en dehors de... Oui, je travaille pour la société Iron. Iron.fr est une boutique en ligne. On vend tout ce qui est articles de course à pied, running, trail, fitness. Donc justement, on parlait tout à l'heure des partenaires, mais Iron, en plus d'être mon employeur, c'est également un partenaire. Un partenaire aussi de longue date, puisque depuis que je travaille pour cette société, je suis également ambassadrice, donc depuis 2012. Donc c'est un partenaire encore plus historique qu'ASICS, finalement, parce que j'ai d'abord couru pour Iron avant de courir pour ASICS. Et en même temps d'être ambassadrice, j'ai été embauchée par la société. Aujourd'hui, je travaille en collaboration avec les équipes au marketing et à la communication. J'ai cette double casquette, ambassadrice, courir sur le terrain, et en même temps intervenir sur tout ce qui est opération de com et marketing avec différentes marques. D'accord. Aujourd'hui, j'ai cette chance de travailler de chez moi. Je suis en télétravail, ce qui me permet d'être très autonome sur mes horaires. Donc, c'est une chance justement pour concilier mon activité sportive et mon travail. Ça m'arrive très souvent de travailler le week-end parce que j'ai pris un peu plus de temps pour m'entraîner en semaine. Ça m'arrive de travailler jusqu'à 21h parce que j'ai fait une sortie vélo, et que du coup, je suis allée courir à midi. Ça a débordé sur la matinée ou le début d'après-midi. Mais voilà, le travail est fait, et après, j'ai vraiment la chance de pouvoir travailler quand je veux. D'accord. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, exactement. Donc, j'ai un employeur qui est très conciliant, et voilà, il me fait confiance aussi. Il me donne aussi l'opportunité de vivre de ma passion, en m'aidant aussi, puisque c'est un partenaire. Donc je dirais que tout concilier, c'est une organisation. Tu t'ennuies pas, on va dire. Non, je m'ennuie pas, c'est sûr. Mais après, j'ai cette chance de concilier passion et travail. Ouais. Et ça, je pense qu'on voudrait tous avoir cette chance. Je te confirme. Ouais. Je te confirme. On va changer de nouveau de sujet. Donc, on va parler un petit peu d'un aspect qui occupe, à mon avis, aussi beaucoup de temps en ce moment pour toi. C'est le côté animatrice et présentatrice d'une émission dont tu peux rappeler le nom? Oui, bien sûr. Alors, ça s'appelle Emotion Trail. Et voilà, dernière étape de notre trip. On arrive en Savoie chez Annie et Dawa Sherpa. Salut Dawa. Salut Titi, comment tu vas? Très bien, et toi? Bienvenue. Merci. Il fait froid, on va rentrer à la maison. Ouais, je veux bien me mettre au chaud, merci. Aller chez Dawa, c'est un peu rentrer dans l'histoire du trail. Chez lui, il y a des monuments de la discipline avec des trophées des premiers UTMB, avec plein de choses qui nous rappellent les débuts de la discipline. Donc c'est toujours un peu impressionnant. Toi, ça c'est la trophée de premier UTMB 2003. Les tout débuts de l'UTMB. Oui. Donc c'est le début de l'histoire en fait. Le début de l'histoire de l'UTMB. À l'époque, on était à 700 et de poussière qui partaient. Et on est élevé de 10%.
Ah, que 10% de finishers? Ouais. C'est une émission de trail running qui donc existe maintenant depuis 2014, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui a démarré en fait. D'abord, elle a été présentée par Antoine Bonnefille-Roilet. Alors je te coupe, mais il était l'invité de mon 2e épisode. D'accord. Voilà, donc Ok. il est présent dans l'épisode numéro 2 ou 3 du Let's Ride D'accord. podcast. Voilà. Bon, et ben un Et on petit lui clin fait un d'œil, petit Antoine. coucou. Salut Antoine. Antoine a présenté l'émission au début à sa création en fait. Et il m'avait proposé de tenir une rubrique dans l'émission, parce qu'à l'époque, l'émission était scindée en plusieurs rubriques. Il y avait une rubrique conseil. Donc moi, j'avais cette petite rubrique de 5 à 10 minutes. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai mis les premiers pieds dans l'émission, que j'ai rencontré l'équipe de production Alabama, qui est une équipe vosgienne. Et puis ensuite, Antoine a pris d'autres chemins. Il a quitté, il a décidé d'arrêter l'émission. Donc, naturellement, l'équipe de production m'a demandé si je me sentais, ils étaient plutôt contents de mon travail, donc si je me sentais d'essayer de présenter l'émission, qui a pris un autre tournant à l'époque, puisqu'on a arrêté les rubriques et on est passé sur un autre format qui était un 50 minutes tourné là plus sur présenter à la fois un athlète de haut niveau et un territoire. Donc l'idée, c'était de partir avec cet athlète en immersion totale, découvrir un terrain de jeu. Donc là, on a eu la chance de partir, par exemple, au Népal avec Dawa Sherpa. On est parti en Écosse avec Xavier Thévenard. On est parti en Guadeloupe avec Benoît Girondel. On est parti en Italie avec Germain Grangier. Voilà, on a... avec Thibaut Barognan en Grèce, me semble-t-il, récemment. En Albanie. En Albanie avec Thibaut Barognan. À Chamonix avec Mimi Kota. Voilà, on a sillonné des super beaux territoires. Et voilà, l'idée, c'est de rentrer un petit peu dans l'intimité de l'athlète, c'est-à-dire que c'est pas forcément revenir sur ses performances et son entraînement, parce que ça, en général, on les connaît, puisque c'est des athlètes qui sont quand même médiatisés. Mais c'est plus l'avoir une semaine avec nous, du matin au soir, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'il y a dans ses tripes, quoi. Et c'est vrai que ça fait plus un documentaire, finalement, 50 minutes, parce que voilà, on rentre quand même dans des choses assez profondes. Et aujourd'hui, c'est une émission qui est diffusée sur Trek TV. On a la chance d'être diffusée à la télé. Et voilà, j'ai eu la chance de découvrir des belles personnalités et également des beaux territoires, des terrains de jeu qu'on connaît pas. L'Albanie, on a eu beaucoup de retours très positifs après cet épisode. Et je confirme, je l'ai vu, il est absolument génial. Ouais, on a été accompagné par un guide. En plus, on est souvent, on essaye de trouver des gens sur place pour nous accompagner, pour présenter le territoire. C'est ça. De l'intérieur, quoi. C'est ça. Nous, on connaît pas, donc c'est pas évident d'aller découvrir les endroits qui sont peut-être les plus propices pour être mis en avant. Donc là, on avait quelqu'un un guide local qui était super, qui reste avec nous du début à la fin, comme au Canada d'ailleurs. Canada avec Lucie Jamsin. On a Marline, une super guide qui nous a pas lâchés pendant une semaine. Elle nous a accompagnés et emmenés dans des territoires incroyables. Donc voilà, c'est prenant, faut pas croire que c'est les vacances. C'est vrai que souvent les gens nous disent ça va, tranquille, les vacances, mais honnêtement c'est une semaine très prenante. On se lève tôt, on se couche tard, et puis présenter une émission comme ça, c'est pas évident parce qu'on refait des fois les prises de vue 5 à 10 fois, même plus parfois quand on n'y arrive pas parce qu'on est fatigué, parce qu'on bute sur un mot, parce que des fois on est pris aussi d'une crise de fou rire et qu'il faut savoir gérer tout ça. Là on est devant un micro mais on n'a pas la caméra. Ouais, quand on a la caméra c'est différent. Des fois on n'a pas envie, des fois on n'est pas réveillé le matin et voilà, on n'a pas envie d'être filmé, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc c'est très enrichissant. Voilà, c'est pas des vacances, mais j'ai la chance de vivre ça. Et l'équipe de production Alabama, c'est composé de jeunes également très très vivants, très dynamiques, et c'est un plaisir de travailler avec eux. Alors moi je te confirme, je trouve que
les derniers reportages sont super. Et les images sont magnifiques. Il y a du rythme, donc j'adore, sincèrement. Je dis pas ça parce que tu es en face de moi, mais je le pense gentil. sincèrement. Le but, c'est vrai qu'effectivement, le but, c'est pas de se faire plaisir à nous, hein. C'est de pouvoir faire plaisir aux gens. Et c'est vrai qu'on essaye d'être très à l'écoute des retours, qu'ils soient négatifs ou positifs. Très important. C'est vrai que voilà, on se fait forcément un petit peu critiquer, et la critique, ça fait avancer. Forcément. Donc on essaye d'écouter, de réajuster. Alors c'est pas évident parce que on a essayé de faire un épisode plus court parce qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans 50 minutes. C'est long, 50 minutes. Sur le web, en général, on reste pas forcément 50 minutes devant son ordinateur, mais il faut se dire que c'est un documentaire, il faut le prendre comme ça, plus comme une petite série. Voilà, on a des gens qui adhèrent, d'autres pas. C'est vrai que les retours sont plutôt très bons, mais on essaye de satisfaire tout le monde, et le but, c'est qu'on fasse aussi voyager les gens qui n'ont pas la chance de le faire. Et quand on nous dit qu'on fait voyager les gens, nous, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement. C'est le temps long, ça a le défaut effectivement, on a du mal à parfois rester accroché. Mais dans un monde aujourd'hui où tout est dans le temps rapide et dans le temps court, avoir des émissions qui durent 50 minutes et dans lesquelles on prend le temps de vraiment rentrer dans le détail et d'avoir des vraies discussions, comme notamment mon podcast, je pense que c'est pas mal. Tout à fait. Est-ce que tu n'avais pas d'expérience du tout du milieu audiovisuel avant cette expérience-là ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais eu l'occasion, dans mon premier job, j'étais dans une première vie, j'étais responsable recrutement dans une société d'ingénierie informatique. D'accord. Donc je faisais passer des entretiens d'embauche à des ingénieurs informaticiens. Et puis c'était une PME qui a beaucoup grossi aujourd'hui, et du coup on avait participé à des émissions de télé, mais voilà, du haut de mes 25-26 ans, j'étais toute timide, et j'avais participé à des émissions de télé pour présenter ma société, mais quand je regarde maintenant les émissions, je me dis, oh là là, il y avait du travail. Voilà, faut bien commencer. Il faut bien commencer, c'est ça. Après, c'est comme tout, quand plus on le fait, plus on a l'expérience, et plus on est à l'aise, et plus on arrive à s'en sortir. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans ce métier aujourd'hui ? S'il y avait une seule caractéristique à retirer de cette activité-là. Tu parles d'Emotion Trail. Je dirais que c'est essayer de faire abstraction de la caméra, et justement de se dire que le but, c'est de connaître l'athlète, là en l'occurrence l'athlète qu'on invite, et du coup d'essayer d'être le plus naturel possible pour qu'il en ressorte de la spontanéité, que l'athlète en face se livre. Parce que le but, c'est aussi qu'on en sache un peu plus sur la personne. Donc, c'est pas évident quand on a devant 2 caméras, quand on a des claps de début, claps de fin, qu'on doit refaire. On s'imagine pas quand on regarde comme ça. Non, pas du tout. On s'imagine pas. Tout ce qu'il y a derrière. Non, ouais. Et puis c'est vrai que des fois on écrit aussi, comme toi, pour essayer de préparer tes podcasts. Hein. On écrit des questions, on a une trame générale. C'est toi qui le fais, ça ? C'est toi qui le fais personnellement ? Avec le producteur, avec le réalisateur-producteur. Avant les épisodes, bien sûr, on prépare en amont. On essaye j'essaye de bien renseigner sur l'athlète. Je vais me documenter sur son passé, sur son histoire, pourquoi il en est venu à faire, comme toi, tu as dû faire sur moi aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est un travail en amont. D'ailleurs, je te coupe, mais ça a été très facile pour toi parce que j'ai eu juste plus ou moins à aller sur ton blog, qui est très 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 bien fourni. D'accord. Et ça a facilité énormément les choses pour préparer l'émission, quoi. Bon, tant mieux, tant mieux. Donc voilà, pour revenir sur ta question, c'est pas évident de faire abstraction de tout l'environnement des caméras et de ce côté parfois pas très naturel, et d'essayer d'oublier tout ça pour faire quelque chose de plus simple possible, et même soi-même de pas penser à qu'on va être derrière l'écran et que il faut être comme ci ou comme ça. Il faut essayer justement, c'est là où c'est dur, c'est à mon avis essayer d'être le plus naturel possible, mais sans qu'on sente que c'est forcé, entre guillemets. C'est là où je pense que c'est compliqué. C'est ça, c'est ça. Et puis deuxièmement, pour le côté un peu rigolo, c'est que des fois je suis avec des athlètes qui courent vite
et j'arrive pas à les suivre. Ça, c'est énervant. Alors en fait, des fois, on a le drone parce qu'il y a beaucoup de prises de vue avec Aérienne. le drone. Le drone nous suit pendant parfois plusieurs longues minutes. Et j'ai souvenir de tournage avec Mimi, notamment juste après l'UTMB. On montait la Flégère et en fait, elle ne m'attendait pas. Et je lui disais, il faut que tu m'attendes, Mimi. Sauf qu'en fait, elle n'avait pas envie de m'attendre parce que j'allais moins vite qu'elle. Donc, c'était dur. Pour moi, c'était dur. Ouais. Et c'est vrai qu'on le voit un peu sur les images. C'est dommage parce que le but, c'est de faire du partage. Après, voilà, moi, j'ai pas le même niveau que ces athlètes très, très, très performants. C'est sûr que suivre Thibaut Barognan sur les crêtes en Albanie, ça va pas être simple. C'est ça. Et puis, des fois, il me taquine. Il le faisait un petit peu exprès. Donc, on en rigolait. Mais voilà, il y a ce côté un peu rigolo. Et je me rappelle d'un tournage avec Dawa Sherpa. En fait, le drone nous faisait courir longtemps. Mais je me rappelle, on a fait toute une descente de au moins 3 km. Et les gars nous disaient, tant que le drone est au-dessus de votre tête, vous vous arrêtez pas. Au bout de 3 km avec Dawa, on en avait marre. On s'est dit, en plus, il va falloir qu'on remonte tout ça. Eh oui. Et en fait, donc les gars vont l'apprendre aujourd'hui. Mais en fait, on s'était cachés. Ah là là. On s'était caché pour que le drone nous perde D'accord. volontairement en se disant c'est bon là 3 km et voilà, on s'était mis derrière un rocher et le drone nous avait perdus et comme ça voilà. D'accord. Il y a des fois où on n'en veut plus en fait, où c'est long et voilà, mais c'est rigolo, Non, c'est des bons toujours dans la souvenirs. bonne humeur, j'imagine. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que tu peux retirer de cette activité qui t'apporte le plus pour toi? Alors c'est très enrichissant parce que déjà j'apprends beaucoup des athlètes qu'on invite. Souvent on se fait une image des athlètes qui sont médiatisés parce qu'on entend ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on lit dans les médias, et très souvent on se trompe. En fait, voilà, l'image n'est pas forcément fidèle à ce qu'est vraiment la personne. Là, en une semaine, on a vraiment le temps. On vit des moments hors caméra, le soir, le matin. On vit des moments de tous les jours, les repas. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de ces athlètes qui sont des personnalités riches, qui ont une histoire. Puisque bien souvent, s'ils réussissent ou elles réussissent et si elles ont décidé de s'investir dans le haut niveau, c'est pas pour rien. Donc c'est qu'il y a derrière, voilà, il y a des choix, des personnalités exceptionnelles entre guillemets. Des personnalités exactement. Et puis parallèlement à ça, on rencontre sur place des personnes, des locaux. On disait, on a des guides. On essaye à chaque fois d'intégrer une activité hors sport. Enfin, ou hors discipline, hors trail. On a fait du parapente, on a fait du canot sur glace au Canada. On a fait du canoë aussi en Écosse. Et du coup, on rencontre des personnes sur place avec qui parfois on garde contact. Et c'est hyper enrichissant. Voilà, des relations humaines, quoi. C'est des relations humaines. Et puis après, ça peut ouvrir des portes aussi pour la suite. On parle beaucoup du réseau. Et voilà, ça ouvre aussi des champs derrière pour faire d'autres choses. Et voilà, c'est extraordinaire de pouvoir vivre tout ça. Moi, je te rejoins parce que pour mon projet, à moindre échelle, mais c'est aussi ce que j'en retiens principalement, c'est les échanges, les personnes que je rencontre. C'est vrai que mon projet à 4 mois, j'ai rencontré près d'une vingtaine de personnes d'origines diverses et variées, et c'est vrai que c'est exceptionnel, ce genre d'échange. Tout à fait. On prend un peu plus le temps que de se croiser sur des événements ou sur des courses, et c'est pas du tout la même chose. Quelle vision tu as de notre sport aujourd'hui et de la communauté? Alors si je continue à pratiquer, c'est qu'elle est plutôt positive. Non, aujourd'hui, j'ai fait le choix de pas revenir sur la route, même si pour moi la course à pied c'est très large comme sport, et on a la chance de faire un sport qui peut s'appliquer sur différents terrains. On peut faire de la course à pied sur piste, on peut faire de l'athlétisme, on peut faire de la course à pied sur route. On peut faire des marathons, on peut faire de la course à pied sur sentier, ce qu'on appelle le trail. On peut faire de la marche athlétique. Voilà, c'est un sport très large et qui peut aussi se pratiquer dans différents endroits. Et aujourd'hui, c'est une chance qu'on a parce que on peut le pratiquer individuellement et en groupe. C'est pas la même chose. C'est vrai que moi, j'aime bien de temps en temps courir seule.
C'est un moment d'évasion, un moment de se recentrer aussi sur soi. Mais j'aime bien aussi de temps en temps le partager parce que on apprend aussi des autres, on découvre des nouveaux parcours. Donc voilà, c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir vivre ce sport de multiples façons. Et puis on voit qu'il y a un bel état d'esprit. Il y a un bel état d'esprit. On est beaucoup dans le partage. Je vois aussi en compétition, les hommes encouragent beaucoup les femmes. C'est vrai qu'il y a parfois une compétition très saine et un peu de tirage de bourre très sain. Mais globalement, les hommes ont tendance à essayer d'épauler les femmes. Et le public aussi est très, très en soutien. Voilà, les femmes sont très encouragées en général. On voit dans le peloton, s'il y a une dizaine d'hommes et une femme, les gens vont dire allez madame. Donc des fois, ça fait un peu râler les garçons. Mais voilà, il y a énormément aussi de soutien côté passionnés, qui sont pas forcément pratiquants, mais juste qui viennent nous encourager parce qu'ils sont admiratifs de ce qu'on peut faire. Donc c'est aussi valorisant quand on sent qu'on est épaulé. Donc voilà, je trouve que c'est un sport qui est sain et qui est fédérateur, qui est devenu populaire aujourd'hui. Et moi, je suis aussi très admirative des gens qui n'ont pas forcément un gros niveau, mais qui se lancent des beaux défis. Par exemple, une course comme la Saint-Élion, qui est très populaire, brasse énormément de niveaux. Il y a des gens qui vont marcher pendant 70-80 km, d'autres qui vont aller les premiers à une vitesse incroyable. Et la différence entre ces deux niveaux, elle est intéressante parce que on voit qu'il n'y a pas de niveau pour se lancer des défis et parfois je trouve que c'est autant valorisant quelqu'un qui va rien lâcher et qui va aller au bout de son objectif même s'il va mettre de longues heures et qui va finir dernier. Et je pense notamment aussi aux gens qui se battent avec les barrières horaires. On n'y pense pas nous quand on est devant. Nous on se bat contre un classement, contre un chrono. Et il y a des gens qui se battent derrière avec des barrières horaires. Et ça, c'est un autre challenge. Ouais. Et des fois, c'est tout aussi louable. C'est vrai, c'est vrai parce que c'est un autre défi. Mais il faut pas avoir faut être humble. Parce que il y a des gens qui auraient un peu honte et qui se diraient non, moi je veux pas être dernier, c'est la honte de se battre avec des barrières horaires. Mais non, en fait, ces gens-là, ils sont focus sur leurs objectifs et je trouve ça vraiment admirable. Donc bravo à ces gens-là. Et voilà, ce sport est beau parce qu'il met en avant aussi ces gens-là parce que il y a ce terme de finisher. Ce terme de finisher est parfois un peu critiqué. Parce que le monde de la route voit un peu ça comme un côté un peu dévalorisant, de juste finir pour finir. Mais en fait, moi, je vois pas ça comme ça. Être finisher, ça veut dire aller au bout de son propre défi. Et c'est pas forcément aller chercher un chrono ou aller chercher un classement. C'est aussi... Finisher, c'est une victoire, quoi. C'est une victoire contre soi-même. On n'a pas tous les mêmes objectifs. On a les objectifs qu'on peut s'offrir et on n'a pas les mêmes capacités. On n'a pas tous les mêmes capacités mentales et physiques. Et on n'est pas égaux, tous égaux devant, devant l'effort. Et moi, j'ai cette chance, par exemple, d'avoir le temps d'aller m'entraîner parce que mon travail me le permet. Il y a des gens qui n'ont pas le temps parce que leur vie de famille et leur travail ne le permettent pas. Donc, s'ils vont s'entraîner 2-3 fois par semaine, forcément, ils peuvent pas se fixer les mêmes objectifs que quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par jour. Donc voilà, moi je trouve que c'est génial. Du coup, c'est voilà. Et en plus, c'est à peu près le seul sport où les élites sont sur le même parcours et sur le même terrain de jeu que les derniers. Donc c'est vrai. C'est particulier. C'est particulier. On le trouve pas partout. C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il y a énormément d'échanges entre tout niveau. Il n'y a pas trop de barrières. Et ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors là, on va passer un petit peu aux questions surprise. Est-ce que tu peux me donner ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en course ou en ultra? Alors oui, bien sûr. Alors meilleur souvenir, il y en a des tas et des tas, puisque c'est ce qui fait que même quand ça se passe pas bien au niveau performance, on revient puisqu'on prend du plaisir. Si tu ne devais en donner qu'un seul. Qu'un seul, je dirais la CCC en 2014, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est une course, c'était mon premier ultra. Pour moi, on considère que quand on arrive à 100 km, on est sur des ultras, en plus en montagne. Forcément. C'est vrai que j'étais à l'époque plus sur
moins montagneux. Mhm. Et j'étais un peu dans le team ASICS, j'étais un peu pour la fille qui est plus route et qui est plus sur des courses urbaines, parce que j'avais gagné l'Éco-Trail de Paris. Et c'est vrai que Laurent Ardito, qui gère le team, ne croyait pas en moi sur ces épreuves type montagne. Il avait un peu peur pour moi d'ailleurs quand il m'a vu prendre le départ. Et du coup, quand il a vu que je suis arrivée au bout, que j'ai réussi à faire 4e, ça l'a un peu bluffé. Donc, moi, j'étais contente d'avoir pu lui prouver quelque chose. Et après, j'ai surtout un souvenir d'avoir pu être accompagnée par mes proches. J'avais mon père, ma belle-mère, mais tous mes frères et sœurs qui m'ont suivi en fait toute la course jusqu'au petit matin. Enfin, je suis arrivée, il devait être 1h30, 2h du matin. Et voilà, j'ai cette image de l'arrivée, main dans la main avec mes frères et sœurs. Ils ont vibré pour moi et voilà, juste ce partage avec ma famille, ce partage avec le team, aller au bout d'un effort que je savais pas forcément pouvoir faire. Ça remplit et puis c'est aussi une expérience pour la suite. Et voilà, ça donne confiance pour persévérer sur ce type d'effort. Voilà, donc la un bon CCC, souvenir. un meilleur souvenir. Et ton pire souvenir, donc peut-être l'UTMB de cette année dont tu parlais tout à l'heure, non? Non, mon pire Non. souvenir, je dirais plutôt la Patagonie, l'Ultra Fjord, elle s'appelle cette course. En 2015, justement, la course qui m'a fait arriver blessée au championnat du monde un mois après. Alors sur le papier, c'était une course qui faisait vraiment rêver, très exotique en Patagonie. Les paysages sont juste incroyables. On est dans des coins très reculés. C'est l'Amérique du Sud. Ouais, c'est les glaciers, voilà, les fjords. Quand on voyait les images, les vidéos, on était comme des dingues avec Xavier. Voilà, on avait très hâte de découvrir ces territoires. Et puis sur les vidéos, le parcours n'avait pas l'air très, en soi, pas très difficile, avec des dénivelés assez restreints, puisque je crois qu'il y avait 3500 de dénivelé positif sur 70 km. Donc en soi, c'est raisonnable, on va dire. Raisonnable. Et en fait, on a découvert un terrain qui était pas du tout ce à quoi on s'attendait. Un terrain très très hostile, avec des passages sur des glaciers. On a passé des torrents avec de l'eau jusque sous les bras, de l'eau glacée. D'accord. Des sentiers qui n'étaient pas défrichés, donc des sentiers qui n'étaient pas des sentiers. Un balisage qui est très 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 restreint. Donc il y avait des endroits où on pouvait facilement se perdre. D'accord. Et en fait, pour expliquer un peu, l'année d'après, il y a eu un décès sur cette course. Un participant qui a fait une hypothermie. Et en fait, l'organisation, alors je ne vais pas critiquer l'organisation parce que c'est sa manière d'organiser les choses, mais en fait, voilà, il y a très peu de bénévoles. En fait, c'est la seule course depuis que je fais du trail running où j'ai eu l'impression de me mettre en danger. Ah d'accord. Ah oui. C'est allé jusqu'à là, quoi. Ouais, vraiment. Où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Je fais du trail pour m'amuser, pour me faire plaisir, mais pas pour mettre ma vie en danger. Et en fait, là, j'ai été dans des états d'angoisse et de peur que je n'ai jamais ressenti. Et j'ai cru que jamais j'en ressortirais vivante. Mais c'est la vérité, ouais. Après, j'ai fait preuve de malchance parce que mes 2 frontales ne marchaient plus. Donc, j'ai à un moment donné, la nuit est arrivée, j'avais plus de frontale. J'ai eu la chance de tomber sur un Chilien à ce moment-là qui m'a prêté sa frontale pour pouvoir terminer. Mais en fait, voilà, j'avais plus à manger. Des fois, on reste pendant 2 heures sans voir personne dans des conditions à part. En fait, c'est un monde très particulier à Patagonie et les fjords. Et voilà, c'était un vrai cauchemar en fait quand j'y repense. Et l'arrivée, c'était une délivrance et je me suis dit plus jamais je retournerai faire cette course. En fait, c'est pas vraiment un trail, c'est un raid. C'est un raid dans le sens où il y a très peu de balisage, on peut facilement se perdre. Et voilà, il faut savoir que la Patagonie, c'est pas de la course dans les Alpes, quoi. C'est particulier. Donc bien se renseigner avant de se lancer sur cette course. D'accord. On note alors. Ouais.
Après, quand on sait dans quoi on se lance, il n'y a pas de problème. Je dis pas qu'il faut pas aller à cette course, mais il faut y aller en connaissance de cause et voilà, se dire, je sais à quoi je vais m'attendre. Il faut que je sois préparée, il faut que je sois équipée, parce que j'étais partie pas assez équipée. Je pense, j'ai eu très 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 froid. Et voilà, faire attention d'avoir assez à manger, parce qu'on peut rester 2-3 heures en autonomie, avoir assez à boire aussi. Voilà, vraiment savoir dans quoi on se lance. Donc, je vous invite à aller lire mon récit de course. Sur le blog. Sur le blog, sur YouRun, parce que j'ai essayé de d'écrire du mieux possible mes ressentis à ce moment-là. Et ce que j'ai vécu à l'intérieur, qui était à ce moment-là plus de l'angoisse que du plaisir. D'accord. Si tu devais ne conserver qu'une course au monde, tu conserverais laquelle? C'est difficile cette question. Parce que moi, ce que j'aime dans ce sport, c'est justement la variété. C'est vrai. Donc, j'aime autant un éco-trail de Paris qui va me faire arriver au premier étage de la Tour Eiffel, passer par des coins de pleine nature en partant de Saint-Quentin en Yvelines, passer sur les quais de Seine, que une TDS qui va passer par le Beaufortin, des endroits complètement sauvages où on va être tout seul en pleine montagne, où on va traverser des épisodes de grêle. T'aimes la diversité du sport, quoi. Ouais, moi j'adore, justement, c'est ce que j'adore. Moi j'aime la ville, j'aime la nature. Je suis pas une vie de la montagne. Je suis pas une fille de la montagne. J'aime la variété et j'aime courir. Après, j'aime quand on peut courir. L'idée de courir un peu partout. Donc, j'aime l'effort de la course à pied. Et je prends autant de plaisir à courir en pleine nature, en montagne, que à courir en ville. Même si c'est vrai que quand on peut voir du paysage, c'est encore mieux. Donc, je te demanderai pas de choisir, alors. Non, c'est compliqué pour moi, compliqué en fait. Pour toi. Compliqué. Qu'est-ce qui te fait courir? Alors, tout simplement, l'effort. J'aime les sensations en effort. Cette sensation, quand on est bien, où un peu le temps s'arrête. Alors, bien sûr, il y a des moments où on n'est pas bien, où on va pas forcément avoir ces ressentis. Mais des fois, quand je pars m'entraîner, il y a des fois où je suis pas motivée comme tout le monde. Et rapidement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je me dis, quand même, on oublie vite ces moments où on est juste bien. C'est un moment pour soi, en fait, où on est là, on n'a pas... Tu penses à rien d'autre, en fait. Ouais, voilà, on est déconnecté. Pas de vide. téléphone, pas d'ordi, personne pour nous parler. Ou voilà, c'est un moment pour soi où on peut penser, réfléchir. J'aime ces moments d'effort où on est juste bien, un petit temps pour soi. Et voilà, c'est... Alors, moi, me concernant, ce dont tu parles, je le vois très bien. C'est parce que je cours en règle générale entre midi et 2 à ma pause déjeuner. Et c'est vrai que je fais un boulot qui est quand même relativement stressant, où on est beaucoup sollicité par le téléphone, etc., les mails et tout. Et c'est vrai que c'est le trail et la course à pied, c'est une espèce de soupape de décompression, quoi. Complètement. Dans ma journée. Complètement, ouais. C'est un moment d'évasion, un moment voilà, où on relâche un peu tout et à la fois on oublie tout et paradoxalement, on fait un peu du tri aussi dans sa tête. En fait, quand on court, on pense à plein de trucs. Complètement. Plein de trucs, mais qui permettent aussi de lâcher prise sur d'autres choses. Donc, on se recentre sur l'essentiel, je pense. Et des fois, je me dis toujours qu'il faudrait un bloc-notes parce qu'on pense à des choses. Et quand on revient dans la vie et dans le quotidien, on oublie presque. On s'est dit, en courant, j'avais pensé à un truc et j'ai oublié. Voilà, c'est une petite parenthèse en fait. Et c'est hyper agréable. Alors voilà, il y a des moments où on est un peu dans le dur, où c'est moins agréable. Mais à l'arrivée, quand on revient, on se dit toujours « Ah là là, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment !» Et moi, j'ai l'impression que la quasi-totalité de décisions que j'ai prises par rapport au podcast, ça s'est fait en courant. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Les idées, tu sais, les idées qui te viennent comme une espèce de lueur. Tu sais pas d'où elle sort. Exactement. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Et en courant, tu te dis... ouais, ça va être facile à mettre en place. Puis quand tu reviens, tu dis, non, je laisse en fait, je laisse tomber. J'aurai jamais le temps. Et deux, mais tu y as pensé. C'est utopique. Ouais, voilà. Tu y as pensé.
Un peu comme si c'était un moment de rêve, quoi. Mhm. Voilà, t'es un peu dans Mhm. un moment où tu rêves, un moment suspendu. Et quand tu reviens à la réalité, tu te dis, ouais, non, Non. voilà. C'est Si ça. tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast, qui serait-il? Quelqu'un qui fait Qui a un de... rapport avec le trail. Je sais pas si t'as déjà tendu le micro à Dawa Sherpa. Non, Ouais, j'adorerais. c'est quelqu'un qui a une belle histoire. D'ailleurs, je lui fais un grand coucou à Dawa. Il nous a emmenés au Népal et il nous a fait revenir dans son histoire, qui est une histoire très riche, puisque Dawa a connu plusieurs vies. Si tu as pas lu son livre, Non. je te conseille de le lire. Je le ferai. Voilà, il a pas eu une enfance facile. Il s'est construit aussi comme ça. Il a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, il est un exemple pour beaucoup. Et si tu as l'occasion de le rencontrer et de lui poser des questions, il a des choses à dire et il donne énormément pour son pays. Mhm. Voilà, c'est quelqu'un qui donne beaucoup pour le Népal, qui fait en ce moment construire une maison de retraite. Voilà, qui donne aussi beaucoup pour sa famille. Quand on est allé au Népal et qu'on a vu tous les Népalais, Dawa, c'est un peu le messie chez lui, parce qu'il amène des t-shirts, des chaussures, de l'argent. Et Très généreux, quoi. Très généreux, Mhm. ouais. Annie, sa femme aussi, est extraordinaire. Et voilà, je leur passe Bon. un grand coucou. J'adore. On leur passe un grand bonjour alors. Oui, Alors là, on va passer à la partie internationalement, mondialement connue de mon podcast. d'accord. Ce sont les questions rapides. Donc, Ok. l'idée, c'est que tu répondes assez rapidement, Ok, sans forcément donner trop d'arguments ou trop rentrer dans le détail. on va essayer. Tu es prête? Pardon. Oui. Alors, plat favori après la course? Poulet et riz. Poulet et riz. Boisson favorite? J'adore la boisson de récupération à la vanille, la whey protéinée, Isostar. D'accord. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar. Pâte d'amande. Fait maison ou industriel? J'adore la pâte d'amande gerblée. D'accord. Tu préfères courir en France ou à l'étranger? En France, Tu es plutôt terre ou caillou? terre. Racine ou verglas? Racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour? 2 jours. L'hiver ou l'été? L'été. Le matin ou le soir? Le soir. Et seul ou accompagné? Seul. Seul. C'est pas souvent que j'ai quelqu'un qui dit seul. C'est vrai? Et Ouais. ben voilà, tu vois. Et enfin, une dernière question pour toi. Tu préfères courir ou animer une émission? C'est compliqué. Bah, quand on peut courir en animant, c'est bien aussi. Et toi, oui. En fait, la question se pose pas avec toi. Ben ouais, parce que du coup, les deux sont conciliés. Ça, Ouais, c'est top. je vais dire courir, mais courir animé, c'est Ouais. c'est l'idéal. C'est le top. Ouais. On a quasiment fini. Est-ce que tu veux faire passer un petit message ou évoquer un sujet dont on n'a pas parlé? Bon, on abordait un petit peu tous les sujets, mais voilà, le message, je l'ai un petit peu passé tout à l'heure. Juste dire aux gens qui n'osent pas se lancer des défis, qu'il faut oser, qu'il faut pas croire qu'on n'a pas les capacités pour. Parce que quand on se donne les moyens, voilà, c'est toujours pareil. Après, bien sûr, il faut, quand on se lance des défis et des objectifs, il faut ensuite se laisser, se donner les moyens d'y réussir, de les atteindre. Voilà. Mais voilà, ne pas se mettre de barrières. On est tous capables de courir un marathon. Alors, on le fera pas tous en 2h30, on le fera pas tous en 3h30 non plus. Mais courir un marathon, on est tous capables de le faire. Il faut juste voilà, prendre le temps de se préparer et ne rien lâcher. Et voilà, j'encourage tout le monde à le faire et à faire du sport aussi parce qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir une activité physique quelle qu'elle soit. Ne serait-ce que 2 fois par semaine. Si c'est pas courir, c'est aller marcher. Sortir, prendre l'air, et donner aussi envie à nos enfants de sortir des écrans et voilà, aller prendre une bonne bouffée d'oxygène, ça fait un bien incroyable. Ok, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, un des thèmes de mon émission, c'est si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Alors, elle est un peu tordue cette phrase,
Mais je pense que ça résume bien ce que tu as dit juste avant sur le fait qu'on est tous capables de faire quelque chose et qu'il faut se donner les moyens. Quoi. Ouais, je repense à un proverbe. Il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et voilà, du coup, rien n'est impossible quand on est bien préparé. Et c'est bien de le savoir. Eh bien, on finit sur une belle note. Sissi, je te remercie énormément d'avoir partagé tout ce moment avec nous. Merci à toi, Nicolas. Voilà. C'était un plaisir. Je te remercie vraiment du fond du cœur parce que ça a été un agréable moment et j'espère que pour toi aussi. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Allez, je te dis à bientôt et au plaisir. À bientôt. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Sissi Cusso. Je tenais de nouveau à la remercier pour sa disponibilité et son naturel. Pour retrouver Sissi Cusso, eh bien, comme je vous le disais, un seul endroit, tout y est. N'hésitez pas. Son blog sur internet, sylvaincusso.com. Et je vous promets qu'il est très fourni et vous avez toutes les informations qui la concernent. Mais vous pouvez également la rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram à Sissi Cusso et sur Facebook à Sylvain Cusso. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook et sur YouTube à Let's Try. Si vous le souhaitez, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter dont le lien figure en bas du descriptif du podcast. Vous cliquez sur ce lien qui vous amènera à une page d'inscription sur laquelle vous n'aurez qu'à rentrer votre adresse mail et vous serez inscrit à la newsletter mensuelle que j'envoie. J'espère de tout cœur vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Try podcast. En attendant, vous le savez, vive le trail libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut